Monsieur le Président, honorables collègues, je remercie ceux et celles qui sont encore là ce soir. Je souhaite vous parler des femmes, de nos mères, de nos sœurs et de nos filles, de celles qui élèvent des enfants, de celles qui prennent soin de proches, de celles qui travaillent, qui entreprennent, qui créent et qui innovent. De toutes les femmes de ce pays, plus précisément, je souhaite vous parler de leur santé. Parler de la santé des femmes au Canada, ce n'est pas aborder un sujet et un enjeu marginal, sectoriel ou identitaire. Ce n'est pas non plus un débat réservé à quelques spécialistes. Non, c'est parler de la moitié de la population. C'est parler de la solidité de nos familles, de la participation au marché du travail, de la productivité et au bout du compte, de la prospérité de notre pays. Vous le savez, je n'aborde pas ce sujet de manière abstraite. Pendant presque 30 ans, j'ai travaillé dans un secteur qui touche directement la vie des femmes. J'ai écouté leurs histoires, leurs douleurs, leurs inquiétudes, leurs incompréhensions face à un système qui, trop souvent, ne les entend pas ou ne les croit pas. J'ai moi-même traversé l'épreuve du cancer, tout comme ma fille cadette. Et comme tant d'autres femmes au Canada, j'ai pu constater des symptômes banalisés, des diagnostics longs à obtenir et une prévention insuffisante. Ce projet de loi est une extension naturelle de mon parcours, le parcours d'une femme, d'une entrepreneure, d'une mère, d'une immigrante qui croit fermement que la santé des femmes n'est pas un coût, c'est plutôt un moteur d'équité, de dignité et de prospérité pour tout le pays. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce projet de loi n'est pas mon projet de loi, dans le sens où il ne m'appartient pas. C'est un projet de loi né de conversations et d'expériences vécues. Ce projet de loi est le résultat d'un travail collectif, patient et souvent invisible. Un travail mené au fil des ans par des cliniciens, des chercheurs, des organisations communautaires, des entreprises engagées, mais surtout par des femmes qui eurent le courage de partager leurs histoires de douleur et de souffrance. Tout ce que je fais, c'est reprendre le flambeau que d'autres ont porté pendant trop longtemps sans être entendus. La réalité est évidente depuis des années, tout comme les besoins. Pourtant, rien n'a changé. Ce décalage entre ce que nous savons et ce que nous faisons devrait tous et toutes nous préoccuper. Je suis fermement convaincu que le Sénat est précisément le lieu où ces angles morts doivent être abordés de front, c'est-à-dire loin des cycles électoraux et des réflexes partisans. Auquel nous faisons face et que personne n'est ultimement responsable de la santé des femmes au Canada. Le système actuel est une mosaïque de compétences fragmentées. Les provinces dispensent les soins. Les ordres professionnels réglementent les praticiens. Et les sociétés de spécialité établissent les normes cliniques. Parallèlement, les universités forment les médecins et contrôlent la recherche. Santé Canada approuve les médicaments tandis que les IRSC financent les études. Je vous pose la question, qui est donc imputable du bon fonctionnement global du système pour les patientes? La réponse est simple, personne. Tout le monde fonctionne en silo. Il faut donc une volonté politique ferme pour coordonner l'ensemble du système et c'est précisément l'ambition du cadre national que je propose. Avant de déposer ce projet de loi,
j'ai pris le temps d'écouter. Je tiens à remercier en particulier la Women's Health Coalition, une organisation qui, depuis plus de 15 ans, œuvre avec constance pour faire de la santé des femmes une priorité partout au Canada. Mon bureau et moi-même collaborons étroitement avec cette organisation depuis plusieurs mois. La coalition rassemble d'un océan à l'autre des universitaires, des cliniciens, des experts en données, des entreprises engagées et des organismes communautaires unis par un seul et même objectif: faire progresser concrètement la santé des femmes. J'ai également échangé avec plus de 30 collègues sénateurs et sénatrices, une vingtaine de députés, ainsi qu'avec des ministres de toute sensibilité politique. Je veux remercier tous ceux qui ont pris le temps de me guider sur ce projet de loi, et particulièrement mon équipe et la bibliothèque du Parlement, ainsi que tous les traducteurs et traductrices. Cela m'a permis de nourrir ma réflexion, d'améliorer le texte et de confirmer une évidence. L'inaction, chers collègues, elle n'est plus une option. It is important to make it clear. Il est important de le préciser au stade où nous en sommes. Ce projet de loi ne crée aucun nouveau programme de soins. Il n'impose rien aux provinces ni aux territoires. Ce projet de loi ne médicalise pas davantage la vie des femmes. Il ne vise aucune maladie en particulier. Ces propositions découlent d'une vision différente. Ce projet de loi confie au ministre de la Santé une tâche tout à fait précise: élaborer un cadre national pour la santé des femmes en collaboration avec la ministre de la Condition féminine et de l'égalité des sexes, les autres ministres concernés, les provinces et les territoires, les peuples autochtones et, ne l'oublions pas, les organisations de la société civile qui œuvrent quotidiennement à faire avancer cette cause prépondérante. Cette approche repose sur un choix clair, celui de la collaboration. Pour améliorer durablement la santé des femmes, il faut une coordination structurée, continue et partagée entre tous les acteurs concernés. C'est précisément pour cette raison que le projet de loi établit des mécanismes concrets prévoyant le dialogue et les mesures de suivi. Plus précisément, ce projet de loi exige que le ministre de la Santé convoque au moins une conférence nationale réunissant toutes les parties prenantes concernées afin d'élaborer le cadre. Des conférences ultérieures doivent être organisées tous les 3 ans afin de recueillir des commentaires, d'ajuster les priorités et d'évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre au fil du temps. Ne vaut que si elle s'accompagne d'une véritable reddition de comptes. En effet, le Parlement n'est pas un simple observateur. Il est au cœur du dispositif. Contrairement à une stratégie administrative initiée et suivie exclusivement par un ministère, ce cadre national est soumis à un contrôle parlementaire explicite. Ainsi, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi, le ministre devra déposer devant le Parlement un rapport présentant les priorités retenues et la stratégie de mise en œuvre du cadre national. 5 ans plus tard, un second rapport devra rendre compte de son efficacité, des progrès réalisés en matière de recherche et d'innovation, ainsi que de la collaboration avec les provinces et les territoires. Le projet de loi prévoit également que la santé des femmes devienne un point permanent à l'ordre du jour des réunions des ministres de la Santé au pays en entier. L'ensemble de ces obligations inscrit enfin la santé des femmes dans un cycle clair et transparent de suivi, d'évaluation et de responsabilité parlementaire.
loin d'une approche ponctuelle, déclaratoire ou symbolique. Concrètement, ce projet de loi s'articule autour de 4 piliers complémentaires: comprendre, prévenir, former et coordonner. C'est donc autour de ces axes que j'organiserai la suite de mes propos. Disons-le clairement, chers collègues, le Canada avance aujourd'hui sans véritable boussole en matière de santé des femmes. Selon l'indice mondial de la santé des femmes publié par Hologic, le Canada se classe au 64e rang mondial, loin derrière plusieurs pays comparables. Les États-Unis, eux, se situent au 38e rang, le Royaume-Uni au 48e rang et l'Allemagne au 6e rang. Mais gardons en tête que le classement de ceux qui sont en tête figure notamment Taïwan, le Koweït et l'Autriche. Ce résultat devrait nous interpeller collectivement, chers confrères. Il révèle un décalage préoccupant entre l'image que nous avons de notre système de santé qui se veut universel, accessible et équitable, et l'expérience concrète vécue par de nombreuses femmes partout au pays. C'est ce même constat qui a été confirmé en novembre dernier par le Comité permanent de la santé de l'autre endroit. Dans son rapport intitulé « La santé des femmes au Canada, combler le fossé entre les genres », le comité y reconnaissait explicitement ne pas s'être penché sur la santé des femmes pendant près de 28 ans. 28 ans. Ce chiffre à lui seul met en lumière un vide institutionnel qui ne peut plus être ignoré. Le dernier cadre fédéral en matière de santé des femmes remonte à 1999. Outre le fait qu'il était très centré sur la santé reproductive, il ne comportait aucun objectif mesurable, aucun mécanisme de suivi et aucune exigence de reddition de comptes devant le Parlement. Ce cadre, il n'a pas échoué par manque d'idées. Il a échoué par absence de structure. To this day, à ce jour, les données sur la santé des femmes sont dispersées entre les provinces, les territoires, les organismes de recherche, les établissements de santé et les ministères. Elles ne sont pas harmonisées, elles ne sont pas toujours comparables et elles ne fournissent pas une image nationale fiable. Sans données fiables, il devient impossible d'identifier clairement les inégalités, d'en mesurer l'ampleur, d'en suivre l'évolution et surtout de remédier aux lacunes du système. Cette fragmentation se reflète également dans l'accès aux soins. Tout d'abord, les initiatives existantes sont trop souvent axées sur une période spécifique de la vie, l'adolescence, la grossesse ou la ménopause, sans offrir une véritable continuité des soins. Ensuite, dans les communautés rurales nordiques éloignées, l'accès aux services est limité par la pénurie de professionnels, les longues distances à parcourir et les délais d'attente importants. Ces contraintes entraînent un dépistage tardif des maladies et des soins incomplets. Enfin, comme nous le savons tous, les problèmes d'accès affectent de manière disproportionnée les femmes autochtones, racialisées et immigrées, ainsi que les femmes handicapées, celles qui sont confrontées à des barrières linguistiques, culturelles et physiques, et parfois à une discrimination systémique. Ces inégalités ne s'additionnent pas simplement. Elles se cumulent et se multiplient. Les inégalités d'accès révèlent un problème beaucoup plus large, le sous-financement chronique de la recherche en santé des femmes. En 2020, moins de 5% du financement mondial
de la recherche et du développement était consacrée à la santé des femmes. Au Canada, cette part n'atteignait encore que 7% du financement fédéral en 2025. Ce n'est ni marginal, ni accidentel, ni récent. Entre 2009 et 2020, à peine 6% des fonds des instituts de recherche en santé du Canada ont été consacrés à des projets portant sur la santé des femmes, le plus souvent, bien sûr, centrés sur le cancer. Selon les données du Centre pour l'avancement de la recherche et des soins chirurgicaux du Centre universitaire de santé McGill, la recherche sur l'endométriose demeure massivement sous-financée par rapport à d'autres affections chroniques. En 2022, on estimait qu'environ 4 $ par patiente étaient investis annuellement dans la recherche sur l'endométriose, contre 31 $ par patient pour le diabète et 130 $ pour la maladie de Crohn. Ces chiffres pointent une lacune majeure: l'absence d'un cadre national capable de fixer des priorités claires et partagées en matière de santé des femmes. Le sous-financement n'est qu'une partie du problème. Les femmes demeurent aussi sous-représentées dans la recherche elle-même. Un exemple est particulièrement révélateur. 3/4 des personnes atteintes de sclérose en plaques sont des femmes. Pourtant, seules quelques centaines d'études, environ 350 sur plus de 100 000, abordent des enjeux spécifiquement liés à la santé des femmes. Ce déficit de connaissances est d'autant plus alarmant que les maladies chroniques touchent davantage les femmes que les hommes. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, chez les 65 ans et plus, l'ostéoporose est 196% plus fréquente chez les femmes, l'arthrose 38% et la démence 25%. La sous-représentation dans la recherche ne touche pas seulement les femmes en général. Elle affecte aussi certains groupes de femmes de façon particulière et dans certains milieux professionnels. Je pense notamment aux forces armées canadiennes, aux services policiers ou d'incendie, voire dans le secteur sportif. Les données sur la santé des femmes sont encore très insuffisantes. Comme capitaine honoraire de la garde côtière canadienne et lieutenant-colonel d'un régiment Maisonneuve des réservistes, j'y suis particulièrement sensible. Les données disponibles suggèrent notamment des enjeux accrus de troubles de la personnalité, de maladies sexuellement transmissibles, d'incontinence, d'infections urinaires ou encore d'infertilité. Ce déficit de connaissances, il n'est pas neutre. Il se traduit par des traitements moins adaptés et des résultats de santé inférieurs pour les femmes. Le même schéma peut être observé dans le domaine des soins contre le cancer, où la gravité des cancers gynécologiques contraste fortement avec les ressources limitées qui leur sont consacrées. Par exemple, la recherche sur le cancer de l'ovaire reçoit 5 fois moins de financement que la recherche sur le cancer du sein et la moitié du financement alloué à la recherche sur le cancer de la prostate. Sans surprise, ce manque de ressources a un coût élevé. Le taux de survie à 5 ans pour le cancer de l'ovaire est de 44%, soit à peine la moitié de celui du cancer du sein, qui est à 89%. Mais la recherche, aussi essentielle soit-elle, ne suffit pas. Les connaissances acquises doivent se traduire par une prévention efficace, un dépistage précoce et des pratiques cliniques qui reflètent véritablement l'expérience des femmes.
Comprendre, c'est reconnaître ces faits. Cela signifie examiner les données telles qu'elles sont sans complaisance, mais comprendre n'est pas suffisant non plus. Nous devons agir beaucoup plus tôt. Et c'est précisément l'objectif du deuxième pilier de ce projet de loi, le dépistage et la prévention. La prévention et le dépistage figurent parmi les leviers les plus importants et les plus puissants pour améliorer durablement la santé des femmes. Ce sont pourtant ceux que nous mobilisons le moins efficacement. Ce qui fait défaut, c'est une mise en œuvre structurée et coordonnée des politiques de prévention et de dépistage. Le cancer du col de l'utérus en offre une illustration particulièrement révélatrice. C'est l'un des rares cancers pouvant être dépistés avant même l'apparition de symptômes et largement évitable grâce à la vaccination contre le virus du papillome humain. Toutes les provinces et tous les territoires offrent des programmes de dépistage et de vaccination en milieu scolaire. Tous. Sur le papier, tous les outils sont en place. Pourtant, les résultats ne suivent pas. Les taux de vaccination varient de 68% en Ontario à 93% à Terre-Neuve et Labrador, selon les juridictions bien sûr, ce qui compromet l'objectif d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2040. Le vaccin, il est disponible, il est efficace et il permet de prévenir environ 95% des cancers du col de l'utérus. Alors comment se fait-il qu'il y ait une augmentation du cas de cancer de l'utérus après des décennies de recul, sachant qu'il touche majoritairement des femmes de moins de 50 ans? Il est évident que cette progression s'explique entre autres par une baisse de la participation au programme de dépistage et de vaccination. D'ailleurs, sur le plan du dépistage en général, les chiffres sont très préoccupants. Au Canada, seuls 15% des femmes ont été dépistées pour un cancer au cours de la dernière année. Moins d'1 sur 4 a été testée pour le diabète. Et plus d'un tiers déclarent avoir renoncé à des soins pour des raisons économiques. Le dépistage du cancer du sein, il illustre clairement cette désorganisation d'ensemble. D'un côté, je dois souligner que le Québec a fait un choix de l'initiative. Les services de santé envoient une lettre d'invitation qui vaut pour ordonnance directement aux femmes admissibles. Cette pratique, qui est exemplaire, lève d'un seul geste les barrières administratives et psychologiques. Les patientes, elles n'ont pas à faire la démarche elles-mêmes. Mais dans d'autres provinces et territoires, la responsabilité repose encore entièrement sur la patiente, à qui l'on demande de s'informer, de faire les démarches et parfois sans même savoir qu'elle est à risque. Ne serait-il pas plus pertinent de passer d'un système qui attend que les femmes tombent malades à un système qui va au-devant d'elles de façon systématique et proactive? Ici encore, ce n'est pas une question de technologie, mais d'organisation, de coordination et de volonté politique. Mais la prévention ne suffit pas si, une fois devant le médecin, la parole de la femme n'est pas entendue. C'est ici qu'intervient notre troisième pilier. Mieux former et rompre avec la banalisation trop souvent fréquente de la douleur féminine. Comprendre, c'est essentiel. Prévenir, c'est indispensable. Mais entre la production du savoir et son application concrète, il existe un maillon décisif, la formation et les pratiques cliniques. C'est précisément à ce niveau que
persistent des biais profonds qui continuent d'influencer concrètement la manière dont les femmes sont diagnostiquées et soignées. Ces biais ne sont ni anecdotiques ni accidentels. Ils s'enracinent dans l'histoire même de notre système de santé, longtemps construit autour d'un modèle implicite, celui du corps masculin comme norme de référence. On le voit, la santé des femmes n'y a pas été pensée en tant que telle. Elle a été ajoutée progressivement par ajustements successifs. To put it simply, pour le dire simplement, le traitement des femmes n'est pas le même que celui des hommes. Il ne devrait pas l'être. Et pourtant, trop souvent, les outils, les protocoles et les réflexes cliniques sont encore basés sur des modèles masculins. Cette réalité commence dès la formation médicale. Dans les facultés de médecine canadiennes, moins de 10% des programmes incluent des contenus spécifiques à la santé des femmes. Les conséquences de ce manque de formation spécifique sont bien documentées. Prenons l'exemple des maladies cardiovasculaires. Chez les femmes, les symptômes sont souvent moins évidents, moins typiques, moins spectaculaires. Par conséquent, ils sont reconnus beaucoup plus tard. Lors d'une crise cardiaque, seuls 29% des femmes bénéficient d'un électrocardiogramme dans les délais recommandés contre 38% des hommes. Seuls 32% des femmes bénéficient d'un traitement de reperfusion en temps opportun contre 59% des hommes. De plus, les premiers signes d'une crise cardiaque sont ignorés chez 78% des femmes, ce qui retarde leur reconnaissance et leur traitement. Les données canadiennes montrent que le taux de mortalité hospitalière après une crise cardiaque est globalement plus élevé chez les femmes, à 6,5% par rapport aux hommes, à 4,34%. Ce phénomène va bien au-delà de la santé cardiovasculaire. Aujourd'hui, près de 70% des patients présentant des symptômes dits médicalement inexpliqués sont des femmes. Pour plus d'1 millier de pathologies courantes, les femmes sont diagnostiquées en moyenne 3 ans plus tard que les hommes. Il en résulte des années de douleurs non reconnues, des années de doute sur son propre corps. Et ce biais devient encore plus prononcé lorsqu'il s'agit de maladies spécifiques au corps féminin. L'endométriose en est l'exemple le plus emblématique. Écoutez-moi, il faut en moyenne de 7 à 10 ans pour obtenir un diagnostic. Selon EndoAct Canada, même après le diagnostic, les femmes attendent entre 6 et 18 mois pour consulter un spécialiste, puis encore 6 à 24 mois avant d'être opérées. Ce problème touche une partie importante de la population, au moins une femme sur 10 en âge de procréer. Certaines populations sont plus exposées. Les femmes vivant en région rurale ou éloignées, les femmes autochtones ou issues de minorités ou à faible revenu. On retrouve aussi les conséquences de cette méconnaissance du corps féminin dans les erreurs médicamenteuses. Ainsi, les femmes présentent davantage d'effets indésirables des médicaments et des taux d'hospitalisation plus élevés liés à ces effets. Une étude publiée en 2025 dans le journal de la Société européenne de cardiologie montre ainsi que les bêta-bloquants
largement utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, sont moins efficaces chez les femmes et peuvent même être associés à une augmentation de leur mortalité. Autre exemple, la posologie du zolpidem, un hypnotique, n'a été ajustée pour les femmes qu'en 2013, soit 21 ans après que le produit ait été mis sur le marché. Nous voyons bien que tout cela résulte d'un système qui a longtemps pensé la santé au masculin. Sans compter que la santé des femmes est encore trop souvent réduite aux seins et aux organes reproducteurs, invisibilisant de nombreuses pathologies comme le lipœdème qui touche presque exclusivement les femmes. Ce décalage entre la physiologie féminine et certaines prises en charge médicales, je l'ai vécu personnellement. Il y a quelques années, ma fille aînée présentait des troubles cardiaques inquiétants. Les examens se succédaient et très vite, un diagnostic s'est imposé. Besoin de médications lourdes, voire chirurgie cardiaque. Toute la famille a traversé une période de très grande angoisse. Mais c'est en cherchant des réponses à travers le Canada, en France et aux États-Unis que nous avons découvert que le problème n'était pas d'abord cardiaque, mais hormonal. Un simple rééquilibrage hormonal a permis d'éviter une intervention au cœur. Cette histoire, elle est loin d'être unique. Elle révèle évidemment un problème systémique. Un corps féminin encore trop souvent étudié en silo. Le cœur d'un côté, les hormones de l'autre. These biases do not stop at diagnosis. Ces préjugés ne s'arrêtent pas au diagnostic ou au traitement, ils s'étendent à l'organisation même des soins. Un exemple particulièrement révélateur concerne la manière dont les procédures médicales sont rémunérées. Une étude publiée en 2023 dans le Canadian Journal of Surgery montre que les chirurgiens de 8 provinces et territoires qui traitent principalement des patientes sont rémunérés en moyenne 28 % de moins que ceux qui pratiquent des interventions de complexité comparable sur des hommes. Par exemple, une hystérectomie est moins bien rémunérée qu'une prostatectomie, malgré une complexité technique équivalente. En conséquence, lorsque les interventions sont sous-évaluées, les spécialités deviennent moins attrayantes, les volumes diminuent, les délais d'attente s'allongent et la qualité des soins en pâtit. D'ailleurs que les déséquilibres ne concernent pas uniquement la santé physique. Les femmes sont davantage touchées par l'anxiété et la dépression et bien plus exposées aux violences physiques, psychologiques et sexuelles, ce qui accroît les risques de troubles de santé mentale. Il ne s'agit pas de fragilité individuelle, mais de mécanismes structurels. Il existe aussi un phénomène bien plus discret, mais tout aussi déterminant. La banalisation de la douleur des femmes. Celle-ci étant présentée comme une fatalité liée au fait d'être une femme. À cela s'ajoutent des facteurs culturels et sociaux souvent invisibles. Le rapport au corps, à la douleur et à la parole varie fortement selon les contextes. Dans certaines cultures, la douleur se tait par pudeur. Lorsque la parole ne circule pas, le système ne peut pas répondre. Les symptômes sont donc minimisés, les diagnostics sont retardés et les inégalités se creusent. Ces mécanismes ont tous un point commun. Ils ne relèvent pas d'un manque de bonne volonté, loin de là, mais d'un déficit de formation et de compréhension.
Lorsque la douleur est banalisée, lorsque les codes culturels ne sont pas compris, le système médical passe à côté des signaux d'alerte. C'est précisément à ce niveau que la formation des professionnels devient un levier central de prévention. Chers collègues, toutes ces réalités, elles ont un coût collectif. Les Canadiennes passent 24% plus de temps que les hommes en mauvaise santé ou à divers degrés d'invalidité. Former les praticiens est donc essentiel, pas seulement sur le plan médical, mais aussi sur les plans humains, culturels et relationnels. C'est l'un des piliers fondamentaux de ce projet de loi. À la lumière de ces données, une question s'impose avec force. Comment peut-on rester sourd à une insatisfaction aussi massive exprimée depuis si longtemps par celles qui vivent le système au quotidien? 2 enquêtes distinctes menées par la Fondation Isaac Walton Killam, plus connue sous le nom de Fondation IWK, et par la plateforme de télémédecine MapleCare, convergent vers le même résultat. Plus de 3/4 des répondantes estiment que le système actuel ne répond pas du tout à leurs besoins. Collègues, lorsque la majorité des citoyennes disent clairement « cela ne fonctionne pas pour nous », il ne s'agit plus d'un malaise individuel, c'est un signal d'alarme pour les décideurs publics. C'est précisément là que le rôle du gouvernement fédéral prend tout son sens. Non pour se substituer aux provinces, mais pour faire ce qu'aucun ordre de gouvernement ne peut accomplir seul, donner de la cohérence, harmoniser les données, relier recherche, prévention et soins, assurer une vision pan-canadienne équitable. C'est exactement l'objet de ce projet de loi. And as a businesswoman, en tant que femme d'affaires, je tiens aussi à souligner le coût économique d'un système qui ne respecte pas la santé des femmes comme il le devrait. Le Forum économique mondial a montré que combler cet écart pourrait générer, à l'échelle mondiale, jusqu'à 1 000 milliards de dollars américains par an d'ici 2040. En date d'aujourd'hui, le Canada est confronté à un troublant paradoxe. Bien que le Canada dispose d'un système de santé universel et qu'il soit membre du G7, notre pays figure parmi ceux où le coût économique de la mauvaise santé des femmes est le plus élevé par rapport au PIB prévu d'ici 2040. En d'autres mots, nous avons les outils, mais nous payons cher le prix de l'inaction. Je vous donne des chiffres. Selon la Fondation canadienne de la ménopause, les effets non traités de la ménopause à eux seuls coûteraient environ 3,5 milliards de dollars par an. Cela comprend 237 millions de dollars en perte de productivité et près de 540 000 jours de travail perdus chaque année. En ce qui concerne l'endométriose, et selon l'organisation EndoAct Canada, les coûts d'une mauvaise prise en charge sont estimés à 2,5 milliards de dollars par an en perte économique. D'après les chiffres du Forum économique mondial, combler les lacunes et les insuffisances en matière de santé chez les femmes pourrait réduire le temps que les femmes passent en mauvaise santé, pourrait réduire de combien? De près de 2/3 ce temps. À l'échelle mondiale, cela pourrait ajouter en moyenne 7 jours de vie en bonne santé par femme par an. Cela représente un total de plus de 500 jours au cours de la vie d'une femme. Selon le Forum économique mondial, encore une fois, cela pourrait aussi stimuler l'économie canadienne à hauteur de 37 milliards de dollars par an d'ici 2040. Au-delà du coût économique, il y a le coût humain. Un coût supporté, enduré
par les femmes de tout le pays, trop souvent ignorée. Et c'est intolérable. Investir dans la santé des femmes, ce n'est pas alourdir la dépense publique. C'est renforcer nos familles, notre tissu social et notre économie. Le Canada se veut et se dit, en matière d'équité, d'égalité et de diversité, un leader. Voici donc l'occasion de traduire cette ambition en décisions concrètes. Nous ne devons jamais oublier que derrière tous ces chiffres, il y a des parcours de vie, il y a des femmes. Depuis le dépôt de ce projet de loi, elles sont nombreuses à nous avoir écrit pour décrire des soins difficiles, des douleurs insoutenables et un profond sentiment d'abandon. Certaines racontent des interventions jugées banales dont les conséquences ont pourtant bouleversé leur vie. Douleurs chroniques, perte de mobilité, atteinte à l'intimité, impossibilité de travailler. En conclusion, honorables collègues, le projet de loi S-243 ne prétend pas tout régler. Il propose les conditions nécessaires pour faire mieux. Mieux parce que plus équitable. Mieux parce que plus rigoureux. Je vous invite donc, chers collègues, à l'appuyer, non par réflexe partisan, non par idéologie, mais parce que le statu quo n'est absolument plus tenable. Avant de conclure, je tiens encore à remercier toutes celles et ceux qui chaque jour font avancer la santé des femmes, souvent dans l'ombre, souvent sans reconnaissance. Ce projet de loi leur doit beaucoup. Je veux prendre un moment pour remercier les femmes qui ont témoigné, celles qui ont mis des mots sur des douleurs longtemps ignorées. Il faut du courage pour dire que quelque chose ne fonctionne pas, surtout lorsqu'on a trop souvent appris à se taire. Il est plus que temps d'envoyer enfin un message clair à toutes ces femmes. Collègues, je vous demande donc d'appuyer ce projet de loi et de l'envoyer au plus vite en comité. C'est urgent. En faisant cela, nous disons simplement, mais fermement, à toutes ces femmes, nous vous voyons, nous vous entendons et nous agissons pour vous, avec vous. Je vous remercie. Thank you, Migrish. Merci.